Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir, hein. C'est un événement, vous avez l'habitude, on en fait maintenant quasiment tous les 2 mois des webinaires et là, on est vraiment ravis de vous, présenter ce webinaire avec un invité de marque. On est content d'avoir, Jean-Philippe Dubosc, hein, le rédacteur en chef de Tout sur mes finances qui est avec nous. Salut Jean-Philippe, merci beaucoup. Bonjour, bonjour Henri. Merci beaucoup de votre présence, Jean-Philippe. On est ensemble pendant, allez, 45-50 minutes. On est souvent assez bavard avec Jean-Philippe, donc ça durera peut-être un petit peu plus. Mais on est ravis d'être ensemble aujourd'hui pour vous présenter bien notre traditionnel webinaire de fin d'année sur le PER et toujours dans l'idée de vous accompagner au mieux dans une logique de conseil sur un accompagnement notamment du versement optimal. Donc, on va vous aider à bien appréhender, hein, toutes les spécificités de ce dispositif du PER qui est sensationnel pour beaucoup de monde, qui est vraiment très, très bien, très pertinent, qui est un petit peu subtil malgré tout à appréhender. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans quelques détails et puis essayer de vous accompagner au mieux pour un versement optimal, qu'il soit le plus efficace fiscalement et qui corresponde bien aussi à vos objectifs patrimoniaux. Donc, on a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup de questions. On a toujours, et vous avez aussi l'habitude là-dessus, une partie présentation qu'on va se partager avec Jean-Philippe et également une deuxième partie questions-réponses. On a sélectionné une dizaine de questions que vous avez eu la possibilité de nous poser lors de votre inscription. On se partage aussi les réponses avec Jean-Philippe. Vous aurez accès à ce webinaire en replay également. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pendant ce webinaire si vous avez des idées, des questions autres qu'on n'aurait peut-être pas abordées ou des idées de webinaires futurs. On est toujours de toute façon très friands de vos commentaires et de vos remarques. Voilà, allez, bon, écoutez, Jean-Philippe, je crois que c'est à vous. J'ai fait mon introduction, c'est à vous Oui, de débuter. Je vous laisse la main, Jean-Philippe. oui, alors juste, je voulais dire que je suis absolument ravi de participer à ce webinaire et donc merci à Placement Direct de m'avoir invité. On va commencer par effectivement la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que je vais toucher à la retraite? Alors, c'est vrai que les gens se focalisent beaucoup, et c'est normal, sur le montant de leur future retraite. Mais bien sûr que le montant est important, mais ce qui est vraiment important, c'est le taux de remplacement. Alors, qu'est-ce que le taux de remplacement? C'est la différence entre la retraite reçu et le dernier salaire perçu. Selon les données du Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, le taux de remplacement moyen des salariés du privé est de 70%. Ça veut dire que, en fait, à la retraite, ils perçoivent l'équivalent de 70% de leur dernier salaire, mais ce qui veut dire que du coup, ils perdent 30% de pouvoir d'achat. Mais ça, c'est une moyenne. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une moyenne qui touche les actifs qui ont tout leur trimestre, donc qui ont une retraite au taux plein. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous aurez un taux de remplacement qui est dégradé, mais ça dépend aussi de votre statut professionnel. Toujours selon les données du corps. Un fonctionnaire, lui, son taux de remplacement, il va être de 65% en moyenne. Ça veut dire qu'il va perdre 35% de pouvoir d'achat. Un cadre, c'est pire. Lui, il va perdre la moitié de son niveau de vie puisque son taux de remplacement sera autour de 50%. Et puis pour un indépendant, eh bien, le taux de remplacement peut être de 40%. Ça veut dire qu'il a une chute de son niveau de vie d'environ 60%, ce qui est énorme. Alors pourquoi? Juste une petite explication, parce que voilà, pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences dans les taux de remplacement et pourquoi est-ce qu'ils sont plutôt voués à baisser malheureusement? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur privé, les retraites de base sont plafonnées, c'est-à-dire que vous ne cotisez qu'à hauteur d'une partie de votre salaire. Donc, il est pour 2025, là j'ai pris la mon anti-sèche, il est de 3 925 euros brut. Pour 2026, ça sera 4 005 euros, mais brut. Au-delà, en fait, vous ne cotisez pas à la retraite. Donc, vous comprenez bien que plus vous gagnez et plus vous êtes pénalisé. C'est pour ça qu'ont été mis en place les retraites complémentaires. Pour les salariés, c'est l'Agir Carco. L'Agir Carco, ça représente en moyenne 30% de la retraite globale d'un salarié non cadre et ça représente en moyenne jusqu'à 60% de la retraite complémentaire, pardon, de la retraite globale d'un cadre. Le problème, c'est que l'Agir Carco a dû faire face à un déficit et pour combler ce déficit, les partenaires sociaux qui sont gestionnaires du régime ont décidé de baisser le rendement de l'Agir Carco, du point Agir Carco, ce qui veut dire que effectivement
en fait, vous cotisez à l'Agirc-Arrco, mais c'est de moins en moins rentable pour vous, d'où effectivement ce taux de remplacement de 50%, notamment pour les cadres. Pour ce qui est des indépendants, c'est un peu différent. On va dire qu'historiquement, ils ont décidé de cotiser proportionnellement moins que les salariés, tout simplement parce qu'à l'époque, bon, d'abord, ils voulaient limiter leurs charges, mais aussi parce qu'ils comptaient en fait sur la vente de leur entreprise, de leur atelier, de leur fonds de commerce. Le souci, c'est que vous savez, maintenant, les ateliers, une entreprise, c'est difficile à vendre, et un fonds de commerce, avec la concurrence des grandes surfaces et de l'e-commerce, ça vaut plus grand-chose. Donc, ils n'ont plus cette sorte d'épargne retraite professionnelle qu'ils s'étaient constituée lors de leur carrière. Et donc, vu qu'ils ont proportionnellement moins cotisé qu'un salarié, bah, logiquement, ils ont moins de droits et donc ils ont une retraite plus faible. Pour ce qui est des fonctionnaires, c'est différent. Dans la fonction publique, vous cotisez sur tout votre salaire, qu'on appelle un traitement, mais sauf les primes. Or, pour faire face, notamment au gel du point de la fonction publique, eh bien, les primes sont de plus en plus importantes dans la rémunération des fonctionnaires. Donc là aussi, ça va dégrader le taux de remplacement des fonctionnaires. Comment faire face effectivement à cette baisse de niveau de vie et à cette baisse du taux de remplacement? Eh bien, d'abord, c'est d'acquérir sa résidence principale. On estime en gros que les dépenses de logement, ça représente 30% des revenus. Quand effectivement vous n'avez plus de loyer à payer et que vous avez fini de rembourser le crédit immobilier, ça veut dire que vous économisez quelque part 30% de dépenses. C'est énorme. Et puis, l'autre chose qu'il faut faire en même temps d'ailleurs, c'est se constituer le plus tôt possible une épargne complémentaire pour effectivement avoir un revenu de complément à la retraite. Alors, c'est vrai que parmi ces produits, il y a l'épargne retraite. L'épargne retraite, elle a connu une énorme réforme, vraiment très, très profonde avec la loi Pacte. Pacte, ça veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est une loi qui a été adoptée le 22 mai 2019. Et dans cette loi, alors qui est énorme, hein, elle fait plus de 1000 pages, eh bien, notamment, il y a une réforme, donc, c'était ce que je disais, très profonde de l'épargne retraite. Avant la loi Pacte, il y avait une multitude de produits d'épargne retraite qui étaient liés à un statut professionnel. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez les indépendants qui avaient le contrat de retraite Madelin. Les salariés, ils avaient les articles 83 où ils avaient le PERCO. Mais le souci, c'est que si par exemple, vous étiez fonctionnaire et que vous deveniez salarié, ou que si vous étiez salarié et que vous deveniez indépendant, vous ne pouviez plus alimenter votre ancien contrat. Et puis, c'était compliqué, il y avait des règles différentes. Bref, la loi Pacte, le premier grand changement que la loi Pacte a mis en place, c'est le fait de mettre en place un dispositif unique qui est le plan d'épargne retraite. Voilà. Le plan d'épargne retraite, comme d'ailleurs c'est prédécesseur a un avantage fiscal à l'entrée, c'est-à-dire que les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable selon des limites, mais on va le voir. En revanche, à la retraite, les prestations sont fiscalisées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, si vous avez un avantage fiscal à l'entrée, bah, du coup, vous ne pouvez pas en avoir à la sortie. Et voilà, vous ne pouvez pas avoir fromage et dessert, en gros. Ensuite, vous êtes libre de vos versements. C'est comme pour l'assurance vie, en fait. Hein. Vous pouvez verser quand vous voulez, du montant que vous voulez, même si effectivement il est quand même préférable de verser régulièrement pour bénéficier notamment de la capitalisation des intérêts. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de versement comme cela a pu être le cas pour les contrats Madelin, on en parlait, qui étaient pour les travailleurs non salariés. Ils étaient obligés d'alimenter leur contrat, autrement leur contrat était suspendu, était clôturé. Il y a plus de déblocage anticipé. Le PER, comme tous les produits d'épargne retraite, est bloqué jusqu'à la retraite. Comme les prédécesseurs, ils pouvaient être débloqués avant la retraite en cas d'accident de la vie. Donc, je donne les principaux. C'est le décès du conjoint, c'est l'invalidité, c'est le surendettement, c'est la fin des allocations au chômage. Mais le PER a ajouté un cas de déblocage anticipé supplémentaire qui est l'acquisition
ou la construction de la résidence principale. Et puis, il y a davantage de souplesse à la sortie. La plupart des dispositifs précédents proposaient uniquement une sortie en rente viagère. Vous savez, c'est une somme qui est calculée en fonction de l'épargne capitalisée et de l'espérance de vie de l'assuré et qui est versée régulièrement jusqu'à son décès. Eh bien, avec le PER, vous pouvez toujours sortir en rente, mais vous pouvez aussi sortir en capital, c'est-à-dire une somme d'argent qui vous est versée en une ou plusieurs fois, et même mieux, vous pouvez mixer en fait les deux sorties en sachant que c'est vous, à la retraite, qui choisirez la répartition entre la sortie en capital et la sortie en rente. Alors, comme vous le savez, là, on est en plein discussion budgétaire. Il y a le projet de loi de finances, le PLF pour 2026 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, pour 2026 qui sont en pleine discussion. Eh bien, effectivement, il y a eu des propositions. Comme vous le savez, l'État a besoin de recettes et c'est vrai que le PER fonctionne plutôt bien et donc les parlementaires se sont dit tiens, il y a peut-être des sous à gratter. Il y avait comme ça une proposition qui était de contraindre l'adhérent du PER à liquider son plan à compter de l'âge légal de départ. L'âge légal, c'est l'âge minimum de départ à la retraite qui est fixé pour l'instant, de 62 à 64 ans, selon votre date de naissance. Voilà, donc ce que voulaient faire en fait les députés, c'était effectivement qu'à partir du moment où vous aviez atteint cet âge, eh bien, vous deviez liquider votre PER. Eh bien, cette proposition a été rejetée et il y a enfin, je ne pense pas qu'il y ait de risque qu'elle revienne. Il y a eu un amendement qui a été adopté qui étend la période de report de déduction, qui étend la période de rattrapage des plafonds de déduction fiscale. Comme on l'a vu, grâce au PER, vous pouvez déduire vos versements de votre revenu imposable, mais vous pouvez aussi exploiter les plafonds que vous n'avez pas ou pas totalement utilisé les 3 années précédentes. Eh bien, ce que cet amendement qui a été voté, qui a été adopté, propose, c'est d'étendre, en fait, de passer de 3 années de plafond à 5 années de plafond à partir de 2026. Par ailleurs, parce qu'il faut trouver effectivement des recettes, il a été proposé une hausse de la CSG de 1,4 point de pourcentage. Donc, si le PLF 2026 est adopté en l'état, les prélèvements sociaux passeraient de 17,2 à 18,6% sur les revenus de l'épargne, y compris, bien sûr, le PER. Alors, on le dit, mais c'est important, il faut quand même noter que les prélèvements sociaux sur les gains d'un PER ne sont retenus que au moment du retrait, c'est-à-dire pas en phase de capitalisation, pas au fil de l'eau, c'est-à-dire chaque année comme pour le fonds euro d'un contrat d'assurance vie, et il ne s'applique pas lors du décès. Ensuite, il y a eu effectivement une transformation de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, en impôt sur la fortune improductive, où dans la base taxable, il y aurait notamment effectivement les capitaux qui sont sur les fonds euros. Or, effectivement, on l'a vu, les PER assurantiels sont constitués notamment d'un fonds euro. Donc, ce qui se passerait, c'est que pendant la phase de capitalisation, eh bien, le fonds euro ne rentrerait pas dans la base taxable de ce futur ou de ce nouvel IFI. En revanche, une fois l'âge légal, une fois qu'il y a des retraits possibles sur le plan, eh bien là, ça pourrait rentrer effectivement dans la base taxable à l'IFI. Ce que vous devez avoir en tête qui est très important, c'est que là, on parle de textes qui sont en discussion actuellement. Donc, bien sûr, rien n'est acté. Il faudra attendre vraiment la promulgation des textes pour être sûr
que ces mesures vont réellement entrer en vigueur. Pour l'instant, on va dire que c'est plutôt mal parti, dans le sens où, de toute façon, il y avait un calendrier législatif qui était très, très serré. Les discussions, les examens ont commencé, on ne va pas rentrer dans ce qui s'est passé, mais enfin, vous le savez aussi bien que moi, un peu trop tard déjà. Et ce que vous devez savoir, c'est que les textes doivent être absolument adoptés avant le 31 décembre pour qu'ils puissent être appliqués le 1er janvier. Le scénario qui tend à poindre, c'est que effectivement, on a perdu trop de temps, que ça ne va pas rentrer dans les clous et qu'à la place devrait être adoptée une loi spéciale, comme ça a été le cas l'année dernière. Cette loi spéciale, elle reprendrait en fait la loi de finances de l'année passée. Donc peut-être que tout ce qu'on vient de voir, effectivement, ne sera même pas mis en place. Voilà, ça, on verra, on ne peut pas le savoir à l'heure d'aujourd'hui. Merci Jean-Philippe. Je vous passe la parole, Henri. Merci Jean-Philippe. C'était très clair. Effectivement, on marche sur des œufs en ce moment avec la réglementation autour du PER. En tout cas, on a essayé, Jean-Philippe a essayé de vous donner un peu quelques tips, quelques éléments pour bien comprendre ce vers quoi on pourrait potentiellement tendre, même si rien n'est moins sûr actuellement. Et malheureusement, on en a un petit peu l'habitude avec cette forme d'instabilité fiscale que l'on avait moins depuis quelques années malgré tout, mais qui tend à revenir un petit peu. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est l'occasion de faire un peu une page un peu promo ou pub chez Placement Direct, mais vous êtes potentiellement déjà client de l'un de nos 2 PER. Vous savez, on a 2 PER chez Placement Direct. Le PER le plus ancien, assuré par Swiss Life Assurance Retraite, le PER Placement Direct, et le PER assuré par l'UMR, le PER Placement Direct Retraite ISR. Ces 2 PER ont une philosophie totalement différente. Je prends le plus ancien, le PER Swiss Life, vous savez qu'il est… Alors, bien sûr, on est sur des PER Internet. Donc, ça veut dire qu'on est sur des PER qui sont très compétitifs en termes de frais. Ça, c'est de toute façon, on a toujours voulu faire des choses comme cela, mais c'est de toute façon, l'offre Internet aujourd'hui est suffisamment large, diversifiée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frais d'entrée, plus de frais de versement, plus de frais d'arbitrage et des frais annuels de gestion, somme toute, assez limités, entre 0,5 et 0,6% à peu près. C'est ce que l'on a chez placementdirect.fr. Donc des frais au plus bas, des fonds en euros que l'on veut le plus compétitif possible. Mais là, on voit bien qu'on a un fonctionnement très différent entre les 2 contrats. Chez Swiss Life, on a, comme pour l'assurance vie, vous connaissez sur notre contrat placement direct vie, par exemple, on a un taux différencié selon la cote par unité de compte que vous avez au sein de votre contrat. Donc, on a eu l'année dernière un taux de base à 1,90% pour monter jusqu'à 3,45% au-delà d'un certain seuil et d'encours et de support en unité de compte. Et puis surtout, en fait, c'est ce qui fait la force du contrat, c'est qu'on a un contrat avec près de 1000 fonds qui sont référencés. 1000 fonds référencés, aussi bien des supports immobiliers, 57 ETF, donc des trackers pour répliquer avec peu de frais un grand indice, souvent action, et sans frais de transaction, donc avec uniquement 0,6% de frais de gestion. Donc c'est vraiment le PER patrimonial, le PER expert, qui permet d'aller faire son marché, d'aller piocher dans les meilleures solutions d'investissement pour le client qui souhaite être l'épargnant, qui souhaite être en autonomie dans l'allocation financière de son contrat. Bien sûr, il y a également une gestion à horizon, une gestion réglementaire qui est proposée, qui va la sécuriser selon 3 profils de gestion, votre allocation financière au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'âge prévisionnel de liquidation de votre PER. Bon. Ça, c'est le PER Swiss Life. Le PER UMR, très différent, puisqu'en fait, vous avez alors, sur les frais, c'est quasiment pareil, on est au plus bas, mais sur le fonds euro, c'est un taux unique pour tous les assurés de 3,60% en 2024. La moyenne du marché, Jean-Philippe, si je ne me trompe pas, on était autour de 2,5, 2,6 l'année dernière sur le marché. Donc là, 3,60 sur le PER, rendement unique pour tout le monde. On est bien sûr net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux. Donc, il y a un très, très bon rendement. Et là, une offre financière plus réduite, mais avec un angle investissement socialement responsable, où on a que des supports unités de compte 105 exactement qui sont labellisés ISR, donc investissement socialement responsable. Et on a aussi la particularité d'avoir des SCPI de nouvelle génération, des SCPI sans frais d'entrée, que l'on estime vraiment aujourd'hui assez attractives, puisqu'elles arrivent avec un très bon market timing, elles arrivent au bon moment pour faire des acquisitions immobilières, alors que le marché a quand même connu depuis 2 ou 3 ans une baisse sensible, notamment des valorisations sur l'immobilier professionnel. Donc, ce sont des SCPI qui, quelque part, aujourd'hui font un peu les soldes pour générer de la performance future. Donc, on estime qu'elles sont plutôt intéressantes. Et puis, elles ont une structure de frais, pas de frais d'entrée. Alors, vous aviez l'habitude sur des SCPI d'avoir entre 7 et 12% de frais d'entrée. Donc là, pas de frais d'entrée, de facto un peu plus de frais annuels de gestion, mais quelque part, ce sont des supports qui alignent mieux les intérêts
du producteur, donc de l'asset manager, du distributeur que nous sommes et de l'épargnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour que tout le monde gagne sa vie et s'y retrouve, il faut qu'il y ait un accompagnement global de tout le monde sur un temps très long. Alors que les SCPI avant, avec des frais d'entrée, il y avait notamment une rémunération plus importante à l'entrée pour le distributeur. Et quelque part, une fois que le distributeur avait touché sa rémunération, le risque était bien sûr que le distributeur soit beaucoup moins présent pour accompagner ses clients tout au long de l'année. Avec ce type de rémunération aujourd'hui beaucoup plus sereine, quelque part beaucoup plus vertueuse, et là on est dans un accompagnement quelque part au long cours, c'est que comme ça que ça peut fonctionner, et on estime chez placementdirect.fr, en plus sans frais d'entrée, ce qui est un peu notre ADN, que ça marche très bien. Si vous ne souhaitez pas vous en occuper, vous passez sur un mode de gestion qui n'est pas un mode de gestion libre. Dans ce cas-là, vous allez aller sur des gestions pilotées ou des gestions à horizon. Donc, vous le voyez sur ce PER placement direct ISR, il y a un mode de gestion en plus. Donc, la gestion à horizon, c'est la gestion réglementaire. Donc, tous les PER ont ce mode de gestion-là. En plus, il y a une gestion pilotée donc, qui ne tient pas compte de votre âge prévisionnel de liquidation, mais uniquement de votre profil de gestion. Voilà, donc c'est un petit peu plus complet. Il y a surtout la possibilité de mixer sur ce PER ISR, une partie par exemple sur de la gestion libre, sur le fonds euro, sur des SCPI sans frais d'entrée par exemple, et une partie en délégué, si vous voulez que la partie purement gestion financière soit déléguée à Mirova, qui est un expert de l'investissement socialement responsable, soit en gestion pilotée, soit en gestion horizon. Sur le PER Swiss Life, c'est noir ou blanc, hein, c'est soit gestion libre, soit gestion horizon. On ne peut pas mixer ces deux modes de gestion. Voilà un peu pour vous refaire la typologie des deux PER qui sont très complémentaires et à la fois très différents, qui s'adressent à des typologies d'épargnants, à des besoins d'épargnants très différents. Alors, si on revient maintenant pour vous accompagner, parce que c'est le thème malgré tout aussi aujourd'hui de notre webinaire, pour vous accompagner vers le calcul du versement optimal à réaliser en 2025 sur votre PER. Pour qu'on reprenne bien le mécanisme et la mécanique de fonctionnement du PER et du versement déductible. Une déduction d'impôt, qu'est-ce que c'est ? Il ne faut pas confondre déduction d'impôt, réduction d'impôt, crédit d'impôt, ça n'a rien à voir. Une déduction d'impôt, qu'est-ce que c'est ? C'est un versement qui va venir réduire votre base imposable, la base soumise au barème de l'impôt sur le revenu. Typiquement, si je prends un exemple, mais vous avez un revenu imposable de 100 000 euros, vous faites un versement déductible de 10 000 euros sur votre PER, eh bien, vous n'allez appliquer le barème de l'impôt sur le revenu que vous voyez sur cette slide sur une base non plus de 100 000 euros, mais sur une base de 90 000 euros, c'est-à-dire 100 000 euros moins votre versement déductible de 10 000 euros. Et donc, en fait, l'économie d'impôt que peut représenter le PER, c'est le montant de ce versement multiplié par le taux marginal d'imposition auquel aurait dû être soumis ce versement. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, le PER, donc plus vous êtes imposé, plus le PER est intéressant pour vous. Et le PER, en fait, s'adresse en priorité, mais même, je dirais presque exclusivement, à des épargnants dont le taux marginal d'imposition est de 30% minimum, c'est-à-dire 30%, 41 ou 45. Si vous êtes à 11%, alors si vous êtes non imposable de fait, un versement déductible n'a aucun intérêt, faites de l'assurance vie parce que l'épargne sera disponible à tout moment. Et si vous êtes à 11%, on estime, ou chez placementdirect.fr, qu'en fait, c'est insuffisant parce que, comme l'a très bien dit tout à l'heure Jean-Philippe, c'est un produit tunnel. L'épargne est indisponible jusqu'à l'âge légal de la retraite. Et donc, pour un avantage fiscal, somme toute, assez limité de 11% de votre versement, immobiliser de l'épargne pendant peut-être 10, 15, 20 ans, sans pouvoir taper dedans et piocher dedans si vous en avez besoin demain pour faire des travaux chez vous, payer les études des enfants ou changer de voiture, ça ne marche pas. Là, ce n'est pas un cas de sortie anticipé. Donc, on estime que ce n'est pas suffisant pour justifier d'immobiliser les fonds pendant très longtemps. Donc, c'est vraiment 30% minimum pour que ce soit efficace. Donc, c'est ce qu'on dit en fait sur la slide d'après. TMI de 30% minimum. Et donc, cette information, ce qu'il y a de très pratique, c'est que depuis 2023, vous pouvez retrouver sur votre avis d'imposition que vous recevez chaque été, vous pouvez retrouver cette information de votre taux marginal d'imposition. Donc, c'est ce que l'on voit ici qui est encadré en bleu. Vous avez en fait deux informations. C'est le taux moyen d'imposition. Donc là, si vous gagnez 100 000 et que vous payez 7 000 euros d'impôt sur le revenu, par exemple, votre taux moyen d'imposition, c'est 7%. C'est le montant d'impôt payé divisé par vos revenus. Et votre taux marginal d'imposition, donc c'est le taux, puisqu'on a vu que le barème était progressif, c'est le taux d'imposition qui s'applique à vos revenus les plus élevés. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer avec le PER. C'est ça qui est très intéressant. Donc, le PER, 30% minimum, 0%, 11%. Ne faites pas de PER. On ne vous le conseille pas. Faites plutôt un produit d'épargne disponible à tout moment, mais pas un produit d'épargne PER qui est illiquide, hors cas de sortie anticipée, jusqu'à la retraite.
Et donc, ce taux d'imposition marginal, vous le retrouvez sur votre avis d'imposition. Donc, n'hésitez pas à aller le voir parce que ce que l'on remarque, ça me permet de revenir juste derrière, souvent, c'est que là, on a le barème de l'impôt sur le revenu par part. Et donc, c'est pour une part majeure. Mais par exemple, un couple sans enfant, en fait, qui aurait 90 000 euros de revenus imposables, n'aurait pas un taux marginal d'imposition de 41%. Il aurait bien un taux marginal de 30%, parce qu'il faut diviser par deux le revenu imposable par part de quotient familial. Et on verra après, pour les enfants, il y a un plafonnement qui a été mis en place il y a déjà quelques années maintenant, qui joue, du coup, les parts enfants jouent beaucoup moins fiscalement. Donc, c'est pour ça qu'on en a tenu compte pour vous aider à calculer votre versement optimal. Alors, une fois que vous avez déterminé votre taux marginal d'imposition, derrière, on va aller chercher vos plafonds d'épargne retraite. Parce que, comme l'a très bien dit Jean-Philippe aussi tout à l'heure, vous êtes limité dans votre versement déductible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déduire tous vos versements potentiels ou de façon illimitée tous vos versements. Cette information, là aussi, l'avis d'imposition avec le PR, c'est votre meilleur ami, puisque vous allez pouvoir retrouver cette information également à la fin de votre avis d'imposition. Vous avez vos plafonds d'épargne retraite. Alors, si vous êtes en couple, soumis à une imposition commune, vous avez déclarant 1 et 2 qui sont mentionnés sur votre avis d'imposition. Donc là, vous avez en dernière ligne le cumul de tous vos plafonds. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, actuellement, on peut remonter 3 plafonds. 3 années, on peut retrouver 3 années de plafond non utilisés. Donc là, la ligne du bas, c'est le plafond pour les cotisations versées en 2025. Donc c'est cette année, ça c'est le plafond total dont vous disposez cette année. Dans l'ordre d'utilisation des plafonds, c'est bien sûr le plafond de l'année en cours. Et puis après, vous rattrapez les anciens plafonds en commençant par le plus ancien. Voilà. Et pareil, après, pour le conjoint, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous souhaitez verser plus sur votre PER et par exemple que le conjoint ne souhaite pas faire de versement déductible sur un PER, vous pouvez très bien utiliser, une fois que vous avez utilisé tous vos plafonds, les plafonds du conjoint. Là, il suffira uniquement de cocher la case lors de votre prochaine déclaration l'année prochaine, au printemps prochain, de cocher la case 6QR, ce qui vous permet de mutualiser, de croiser les plafonds. Et donc, dans notre exemple, ça permettrait d'avoir peu ou prou 47 000 euros de plafond pour le foyer qui pourrait être utilisé sur un seul PER, par exemple celui du déclarant 1 s'il le souhaitait, ou du déclarant 2 si besoin également, ou si c'est lui qui souhaitait faire des versements déductibles. Donc ça, c'est très intéressant. 41-45%, il n'y a pas de frein. Vous utilisez tous vos plafonds, il n'y a pas de frein parce que vous êtes très fortement fiscalisé. Le versement déductible du PER jouera à plein, donc il n'y a pas vraiment de frein. Là où c'est plus subtil, c'est 30%. On l'a vu, 0%, 11%, vous n'êtes pas dans la cible PER, on ne vous conseille pas de le faire. 30%, vous êtes dans la cible. Par contre, c'est plus subtil, on va le voir, parce que potentiellement, vous n'aurez pas intérêt à utiliser tous les plafonds qui sont mentionnés sur votre avis d'imposition pour que ce soit pleinement efficace. Et là, vous voyez, on vous a présenté un tableau avec un seuil de déclenchement, quelque part, de votre TMI à 30% minimum, selon la composition de votre foyer fiscal. On peut commencer avec un exemple simple, un célibataire, on l'a vu tout à l'heure dans le barème de l'impôt sur le revenu. Le barème est progressif, 0%, 11%, 30%. Un célibataire, tous ses revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu qui dépassent 29 315 euros sont soumis à un taux marginal d'imposition. Donc, tout ce qui dépasse sera imposé à 30%. Bon, là, on est sur le barème 2024. On le connaîtra, on verra. Si le prochain barème évolue un petit peu, s'il y a une indexation sur quelque chose, on ne sait pas. Mais on est sur un barème qui est, par définition, potentiellement un petit peu obsolète. Donc, c'est pour ça qu'on vous demandera après de faire une petite marge d'erreur de 5% dans le versement optimal, pour être tranquille. Mais là, quelque part, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un célibataire, tout ce qui va dépasser 29 315 euros, ou si on arrondit autour de 30 000 euros, tout ce qui va dépasser 30 000 euros sera soumis à 30%. Si son TMI de 30%. Donc, je prends mon exemple célibataire, exemple 1, qui estime avoir un revenu imposable en 2025 soumis au barème de l'imposition sur le revenu de 40 000 euros. Ça veut dire que, très concrètement, s'il ne fait rien, il aura entre 40 000 et 29 315 euros, il aura peu ou prou 10 685 euros de revenus imposables soumis à 30%. Donc là-dessus, il paiera 30% d'impôt sur le revenu. S'il décide d'effectuer un versement déductible de 10 685 euros, il va effacer totalement, en fait, ce taux marginal de 30%. Et donc, il va faire une économie d'impôt de 30% de son versement
de 10 685 euros. Donc, peu ou prou, ça fait 3 205 euros. Ça marche parce qu'il a 17 000 euros de plafond. Hein, il a regardé sur son avis d'imposition, il a des plafonds supérieurs à ce versement optimal. Donc, aucun problème. Il peut effectuer 10 685 euros de versement optimal, mais ne surtout pas utiliser tous ces plafonds. S'il utilisait 17 000 euros de plafond, il regarde son avis d'imposition, il ne va pas plus loin. Vous n'allez pas plus loin en disant, bah tiens, j'ai 17 000 euros de plafond, je vais faire un versement 17 000 euros sur un PER. Alors, les 17 000 euros seront déductibles, puisque c'est le plafond d'épargne retraite qui a été mentionné sur votre avis d'imposition. Pas de frein là-dessus. Par contre, l'efficacité sera beaucoup plus faible, parce que tout ce qui va être versé au-delà de 10 685 euros, en fait, vous apportera une économie d'impôt de 11%. Puisque vous allez passer sur un taux marginal inférieur. Donc, limitez-vous à ce calcul donc, de revenu imposable estimation 2025 au-delà de 29 315 euros si vous êtes célibataire. Et donc, cette soustraction vous donne le montant optimal à verser. Alors, prenez une marge d'erreur, donc faites peut-être 10 000 ou 9 500 euros pour être tranquille. Si vous avez un petit peu surévalué peut-être votre revenu imposable durant l'année, c'est possible. On n'a pas forcément toujours une connaissance précise à l'euro près de ce qu'on va réellement déclarer durant l'année, et également du barème qui pourrait peut-être évoluer, même si c'est possible que rien ne change. Hein. Mais donc, une petite marge d'erreur de 5%, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, vous allez pouvoir donc avoir un versement optimal à 30%, conserver des anciens plafonds que vous pourrez utiliser l'année prochaine et reproduire cette opération l'année prochaine. Et donc là, vous allez effectivement optimiser votre versement déductible sur un PER. Donc là, j'ai pris l'exemple 1 avec un célibataire, mais si maintenant je prends l'exemple 2 avec un couple marié sans enfant. Donc ce couple estime avoir un revenu imposable en 2025 de 120 000 euros. Ils n'ont pas d'enfants, ils ont un TMI de 30%, on l'a vu, la tranche à 30% pour un célibataire, c'est autour de 83, jusqu'à 83 000 euros. Au-delà, c'est 41. Donc là, un couple, il y a 2 parts pleines qui jouent. Donc 120 000 euros, ils sont dans un TMI de 30%. C'est mentionné sur l'avis d'imposition. Pas de problème. Monsieur ou madame, mais monsieur ou déclarant 1 a un plafond d'épargne retraite de 26 000 euros, déclarant 2 un plafond d'épargne retraite de 18 000 euros. Ça veut dire que le foyer, le couple, a un plafond global de 44 000 euros. Ici, si on regarde la petite flèche qui nous montre couple marié ou pacsé 2 parts, en fait, le versement optimal, c'est le revenu imposable moins le seuil de déclenchement de la tranche à 30% qui est de 58 630 euros. Donc, on est peu ou prou à 61 000 euros. Donc là, bien sûr, ils ne pourront pas faire 61 370 euros exactement, puisque leurs plafonds d'épargne retraite ne sont que de 44 000 euros qui sont mentionnés sur l'avis d'imposition. Par contre, aucun frein à utiliser dans ce cas précis tous les plafonds d'épargne retraite, parce que ce 44 000 euros jouera à plein et apportera une économie d'impôt de 30%. Et donc 30% de 44 000, si c'est le versement qu'ils effectuent, ce sera 13 200 euros. Par contre, il ne faut bien sûr pas dépasser les plafonds d'épargne retraite mentionnés sur votre avis d'imposition, parce que là, il n'y aurait aucune efficacité, parce que les versements ne seraient plus déductibles qui dépassent ce plafond. Donc, bien sûr, se limiter à ce plafond, mais là, dans ce cas précis, aucune contre-indication à utiliser tous les plafonds. Et on a un dernier exemple, là, un couple marié avec 2 enfants. Alors, il y a un plafonnement du quotient familial pour les enfants, donc ça veut dire que les parts fiscalement jouent moins. Mais si on prend un couple avec 2 enfants, le seuil de déclenchement d'un taux marginal d'imposition de 30% est ici de 70 826 euros. Donc, tous les revenus qui vont dépasser pour un couple avec 2 enfants 70 826 euros seront soumis à 30% minimum. Après, bien sûr, si vous êtes très largement, si vous êtes à 41 ou 45%, aucun frein à utiliser tous les plafonds. Là, on est bien sur le versement optimal pour ceux qui ont un TMI de 30%. Donc, voilà, le couple estime avoir à peu près 80 000 euros de revenus imposables durant l'année. Si on fait notre soustraction 80 000 moins 70 826, ça fait 9 174. Ça, c'est le versement optimal, PER, à 30%. Le plafond épargnant 1, épargnant 2, c'est 20 000 et 16 000 euros. Donc, il y a 36 000 euros de plafond pour le couple. Donc là, il ne faut surtout pas utiliser tous les plafonds. C'est le même raisonnement que pour le premier exemple qu'on avait tout à l'heure. Il faut se limiter autour de 9 000 euros si on veut avoir une petite marge. Autour de 9 000 euros de versement déductible sur un PER. Et donc là, ça peut être fait sur le PER de monsieur, sur le PER de madame. Chacun, sur son PER, peut faire un partage. De toute façon, ils ont tous les deux des plafonds. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas dépasser idéalement 9 000 euros ou 9 174 euros, si on veut être exact sur le calcul de versement déductible, pour qu'il y ait une pleine efficacité du versement et que ça fasse une économie d'impôt de 30%. Tout versement au-delà de 9 174 euros apportera
une économie d'impôt que de 11%, donc ce sera beaucoup moins efficace. Donc, il faut se limiter à ce montant-là. Voilà sur la partie versement optimal. J'espère que on a essayé de prendre des exemples pour être le plus concret. Là, on va partir sur les questions que vous nous avez posées. Jean-Philippe, je crois qu'il y a une première question pour vous, une question de Philippe, Jean-Philippe, qui nous demande quelle répartition idéale entre le PER et ses autres investissements. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, Philippe, tout dépend de beaucoup de choses. Tout dépend de votre capacité d'épargne, tout dépend de votre âge, de votre situation familiale, professionnelle, de votre horizon de placement, de votre appétence au risque. Enfin bon, bref, ça dépend de beaucoup de choses. En revanche, ce que vous devez avoir vraiment en tête, Philippe, qui est très, très important, c'est qu'on l'a vu, le PER est bloqué jusqu'à l'âge légal de départ. Ça veut dire que, en fait, si vous avez une dépense imprévue, vous ne pourrez pas piocher dedans. C'est pour ça que c'est excessivement important que vous disposiez de liquidité et d'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est un matelas financier où, justement, vous pouvez taper dedans, c'est le livret A, c'est le fonds euro de l'assurance vie. Voilà, donc il y a dès que vous souscrivez un PER, c'est important d'avoir des liquidités et d'avoir de l'épargne de précaution à côté pour faire face à des dépenses imprévues. Merci Jean-Philippe. Alors, une question de Brigitte qui nous demande si l'abattement fiscal forfaitaire de 10% s'applique lorsque l'on sort en capital d'un PER. Eh bien, Brigitte, je vais y répondre, Jean-Philippe. Brigitte, malheureusement, non, ça ne marche pas. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, en fait, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, lorsque vous avez un avantage fiscal à l'entrée, à la sortie, ça ne peut pas être fromage et dessert. Donc, à la sortie, vous êtes refiscalisé. Techniquement et dans la mécanique, hein, lorsque vous sortez en capital d'un PER, on va regarder. Si, par exemple, vous retirez 10 000 euros de votre PER, on va regarder dans ces 10 000 euros ce qui correspond à des versements déductibles et ce qui correspond à des intérêts. Ce qui correspond à des versements déductibles sera soumis à l'impôt sur le revenu. Ce qui correspond à des intérêts sera soumis à l'impôt sur le revenu ou à la flat tax, c'est souvent l'option qui est retenue. Aujourd'hui, 30%, 12,8% de prélèvements forfaitaires, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Alors peut-être un peu plus demain, on verra. Mais actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous avez dans les 10 000 euros, 9 000 euros qui correspondent à des versements ou 8 000 euros qui correspondent à des versements, ces 8 000 euros-là seront réintégrés à votre impôt sur le revenu. C'est pour ça qu'on conseille, bien sûr, lorsque vous sortez en capital, de ne pas sortir tout d'un coup. Parce que si vous avez accumulé une épargne importante sur un PER, vous risquez d'avoir une fiscalité à la sortie importante. Et bien sûr, là où le PER est encore plus avantageux, c'est lorsque, durant votre vie active, vous avez eu un taux marginal d'imposition qui était plus important que le taux marginal d'imposition auquel sera soumis votre sortie une fois que vous serez retraité. Donc, lorsque vous êtes à 41 ou 45% a fortiori, généralement, votre taux marginal à la retraite est plus faible. Hein, il passe à 30%. Et quand vous êtes à 30%, il peut passer à 11%. Mais parfois, comme la tranche à 30% est assez large, vous avez un taux d'imposition à l'entrée et à la sortie qui est le même. Et souvent, on a aussi la question, là je fais une autre question pour Brigitte, mais on a souvent la question aussi, en se disant, mais attendez, j'ai un taux marginal et une économie d'impôt de 30% à l'entrée, et je vais repayer pour 30% à la sortie, puisque si à l'impôt sur le revenu, je suis à 30% et que la flat tax est à 30%, j'aurai une fiscalité de 30% à la sortie. Effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, vous avez un effet capitalisation favorable, puisque à la place de payer de l'impôt sur le revenu, vous avez fait un versement plus important sur un produit d'épargne, en l'occurrence un PER, qui augmente votre base sur laquelle vous avez généré des intérêts. Et donc, si vous avez un temps relativement long devant vous et suffisamment de temps pour générer des intérêts, il va y avoir cet effet positif de capitalisation qui va venir grossir un peu ce gâteau. Et donc, à la fin, certes, vous allez repayer de la fiscalité, mais sur une base beaucoup plus importante. Donc, il en restera quand même plus. Donc, cet effet capitalisation, ce crédit d'impôt, quelque part, que vous faites, dont vous fait cadeau l'État durant votre vie active, autant l'utiliser à plein pour générer des intérêts et pour, quelque part, avoir une base beaucoup plus importante à la fin. Et donc, vous en sortirez gagnant. Mais pour ça, ça marche, non pas si vous avez 2 ou 3 ans. Si vous êtes 30% maintenant, 30% à la retraite, que vous avez 60 ans et que vous pensez sortir dans 3 ans, ça ne marche pas. Ça, c'est vrai parce que en 3 ans, vous n'aurez pas le temps ou la capacité à générer des intérêts suffisants pour qu'il y ait réellement un impact. Si vous avez 10, 15, 20 ans, aucun problème, ça marchera. Il y aura même un impact très, très significatif. Donc, même sans changer trop de tranche marginale à la retraite. Voilà, Brigitte, une question de Michel donc pour Jean-Philippe qui demande quel PER
pour défiscaliser au mieux en situation de cumul emploi-retraite, ce qui est un petit peu particulier. Oui, alors Michel, si vous posez cette question, c'est parce que vous êtes sûrement retraité. Pour être en cumul emploi-retraite, il faut avoir liquidé ses droits à la retraite. Je rappelle juste ce que c'est le cumul emploi-retraite. C'est comme son nom l'indique, ça permet de cumuler sa retraite et un revenu d'activité. Du coup, vous n'êtes plus considéré comme un actif. Du coup, vous n'avez plus droit au plafond de déduction des actifs. Je le rappelle, c'est 10% du revenu professionnel de l'année N-1, c'est-à-dire de l'année précédente, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale, ce qu'on appelle le PASS, de l'année précédente. En revanche, pour ce qui est des inactifs, donc, on parle des retraités, mais aussi on parle des étudiants, on parle des demandants d'emploi, on parle des parents au foyer. Ils ont droit à un autre plafond qui correspond à 10% du PASS de l'année précédente. Ça veut dire qu'avec un PASS à 47 100 € en 2025, eh bien, vous pourrez défiscaliser en 2026 sur vos versements 2026 que vous allez déclarer en 2027, 4 710 €. Donc oui, Michel, vous allez pouvoir toujours bénéficier des déductions fiscales si vous n'avez pas liquidé votre PER, mais le plafond sera moins élevé que si vous aviez été en activité. Très clair, merci Jean-Philippe. Alors, une question de Jean-Paul qui demande comment évaluer le risque financier du PER en cas de faillite de placementdirect.fr. Alors là, c'est une très bonne question de Jean-Paul. C'est une question que l'on a souvent chez placementdirect.fr. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous sommes courtiers. Donc, nous sommes en fait votre intermédiaire commercial. Nous avons la possibilité et la chance de pouvoir distribuer des solutions d'épargne montées sur mesure en exclusivité disponibles chez placementdirect.fr. Mais nous ne sommes que courtiers. Ça veut dire que nous n'encaissons jamais un euro. Jamais un euro d'épargne de nos clients ne passe chez placementdirect.fr. Les dépositaires, ce sont les assureurs avec lesquels nous travaillons. Et en plus, nous sommes une filiale de Swiss Life à 100%. Donc, aucun risque financier en cas de faillite ou d'arrêt d'activité de placementdirect.fr. On est plutôt content parce que l'activité se porte bien. Donc ça, Jean-Paul, on est de ce côté-là, soyez normalement tranquille. Mais au pire, si demain placementdirect.fr n'existait plus, vos fonds seraient toujours déposés chez l'assureur, il n'y aurait pas de changement de ce point de vue-là, et vous auriez juste un autre intermédiaire commercial qui vous serait attribué, un autre courtier pour la relation quotidienne commerciale avec vous. Voilà, Jean-Paul. Allez, une question de Franck pour Jean-Philippe, c'est une question intéressante, c'est qu'il nous demande si le Naître de France travaille 10 ans, qu'il arrive du coup en fin de droit au chômage, suffit à clôturer son PER. Alors, effectivement, Franck, à partir du moment où vous n'avez plus d'allocation chômage, vous pouvez, effectivement, ça fait partie des cas de déblocage exceptionnel, anticipé du PER. Si effectivement vous arrivez en fin de droit, vous pouvez débloquer, percevoir les fonds qui sont logés dans votre PER. En revanche, Franck, ce que vous devez savoir, c'est que la lettre de France Travail qui vous prévient que bientôt vous allez arriver en fin de droit n'est pas suffisante. Il faut l'attestation de fin de droit de France Travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, il faut que vous touchiez votre dernière allocation, que France Travail émette l'attestation de fin de droit qui sera disponible sur votre espace personnel sur le site de France Travail. Et c'est cette attestation que vous allez transmettre à l'assureur pour qu'il débloque les fonds de votre PER. Donc, vous avez compris que forcément, il va y avoir un petit délai entre la fin de vos droits au chômage et lorsque vous allez récupérer vos fonds. Donc, ça rebondit sur ce qu'on a dit précédemment, c'est que décidément, c'est important d'avoir de la liquidité et l'épargne de précaution quand on a un PER. Merci Jean-Philippe. Une question de Sébastien qui nous demande, une question plus produit allocation financière, qui nous demande si la SCPI sans frais d'entrée, on en a parlé tout à l'heure, Hirokozen, si elle est disponible dans le contrat PER placement direct, donc assuré par Swiss Life Assurance Retraite même. En l'occurrence, non. Sur le PER Swiss Life, nous n'avons pas de SCPI sans frais d'entrée, pas encore. On en aura peut-être une prochainement, mais on vous tiendra au courant dès qu'elle arrive. Actuellement, pour les SCPI sans frais d'entrée, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser le PER placement direct retraite ISR, donc assuré par l'UMR, parce qu'on en a 3 SCPI sans frais d'entrée. On a donc Hirokozen, on a Remake Live et Mistral Sélection. Il y en a très peu des SCPI sans frais d'entrée sur le marché.
Et en plus, le contrat reverse, comme le contrat Swiss Life, 100% des loyers sur les SCPI. Vous savez, les assureurs ne reversent pas forcément toujours 100% des loyers des SCPI. Certains ne reversent que 85%, d'autres 90%. Enfin, le traitement des SCPI varie beaucoup d'une compagnie à l'autre. Donc ça, c'est intéressant. Les deux contrats chez nous reversent 100% des loyers et n'ont que des frais de gestion de 0,5 ou 0,6%. Donc ça, c'est quand même très favorable. Et puis, il n'y a pas de plafonnement pour investir en SCPI sur le contrat, SCPI sans frais d'entrée. Donc, vous pouvez tout à fait même vous faire une allocation dans le contrat PER 100% SCPI sans frais d'entrée. Donc, vraiment, le contrat ISR est très, très adapté actuellement sur ces SCPI sans frais d'entrée. Et peut-être que demain, on arrivera à référencer une SCPI sans frais d'entrée sur le contrat Swiss Life. Voilà, mais le vrai contrat SCPI sans frais d'entrée compatible, c'est le contrat ISR actuellement plutôt. Voilà, Sébastien. Allez. Une question de Claire pour Jean-Philippe qui demande s'il est possible de rattraper 3 années de plafond, voire 5 années, donc elle a bien suivi l'actualité, Oui. en étant déjà retraité depuis 2021. Alors oui, effectivement, on l'a vu, mais on va expliquer. Vous pouvez effectivement, Claire, il n'y a pas de souci, surtout que vous êtes à la retraite depuis 2021, vous pouvez effectivement rattraper les 3 années de plafond de déduction fiscale que vous avez pas ou pas totalement utilisé. Et encore une fois, effectivement, peut-être que ça pourrait, à partir du 1er janvier 2026, passer à 5 années de plafond de déduction fiscale rattrapable. Donc oui, Claire, vous allez pouvoir rattraper ces années. Merci Jean-Philippe. Allez, une question de François qui nous dit avoir 59 ans et un TMI, donc un taux marginal d'imposition de 41%. Donc François est fortement fiscalisé. Est-ce encore intéressant d'adhérer à un PER? Alors, je pense que François réfléchit en se disant, oui, mais peut-être que je vais partir à la retraite dans 3, 4, 5 ans. Et c'est peut-être un petit peu court pour commencer à préparer ma retraite. Alors, sur le PER, de toute façon, c'est toujours bien de commencer le plus tôt possible, quelque part, mais c'est jamais trop tard de commencer. Donc, il faut se dire que François est pile poil dans la cible, puisqu'il est très fortement fiscalisé. Il a 59 ans. Donc, effectivement, il a intérêt à adhérer à un PER parce qu'il risque, même s'il y a encore peu d'années avant d'être à la retraite, il risque d'avoir une chute de revenus importante et donc un taux marginal d'imposition plus faible à la retraite dans 3, 4, 5 ans. Donc, ces versements déductibles et ces plafonds, s'il n'a jamais fait d'épargne retraite, seront potentiellement très importants parce qu'il pourra revenir en arrière. Peut-être que en plus François est un TNS, donc il peut avoir un plafond supplémentaire parce que on l'a pas dit, mais les travailleurs non salariés ont un plafond supplémentaire puisqu'ils ont un taux de remplacement plus faible, donc ils peuvent aller un petit peu plus loin en termes de plafond, mais ils ont également les plafonds mentionnés sur l'avis d'imposition. Ça, c'est pour tout le monde. Donc François, oui, bien sûr, commencez à adhérer sur un PER. Et puis aussi, normalement, vous n'êtes pas obligé de liquider votre PER, parce que Jean-Philippe l'a bien dit tout à l'heure, on n'est pas, et la réglementation n'a pas bougé de ce point de vue-là, et tant mieux. Vous n'êtes pas obligé de liquider votre PER, mais vous pouvez très bien continuer à détenir votre PER pendant de nombreuses années après l'âge légal de départ à la retraite. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire parce que vous allez avoir une économie d'impôt significative et encore du temps malgré tout pour générer aussi des intérêts sur votre contrat et de ne pas avoir forcément de contrainte de liquider rapidement votre PER. Donc, vous êtes clairement dans la cible et il est encore très intéressant de le faire. Alors, j'ajoute juste un petit point, Oui, Henri, c'est que vous l'avez dit très justement, les TNS ont un plafond majoré de déduction fiscale, mais attention, ce plafond, lui, n'est pas reportable. Voilà, donc là, on ne peut pas faire effectivement les 3 ans qui vont peut-être devenir 5 ans. Bon, ça, on verra. Et ils ne sont pas mutualisables non plus avec le conjoint et avec le partenaire de Pacs. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais ajouter. Merci Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, une question de Michel, un autre Michel, qui nous demande dans quelle mesure le PER, c'est une question intéressante, peut-il être intégré dans l'actif successoral? Oui. Alors, Michel, on ne va pas se le cacher, la fiscalité successorale du PER est très complexe. On l'a vu déjà, il y a 2 types de PER. Vous avez le PER bancaire et vous avez le PER assurantiel. Il faut avoir en tête déjà que si vous avez liquidé votre plan, que ce soit en capital ou en rente, de toute façon, pour ce qui est du capital, il va rentrer dans l'actif successoral, quel que soit le PER. Et pour ce qui est des rentes, la rente s'éteint au décès du retraité, du rentier, pardon.
sauf s'il a pris une option de réversion, mais qui est très chère. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, donc juste avoir en tête, hein, si vous avez liquidé votre PER, il n'y a pas à se poser de questions, ça va rentrer dans l'actif successoral. Si vous n'avez pas liquidé votre PER, pour ce qui est du PER bancaire, si vous décidez que vous ne l'avez pas liquidé, eh bien, ça va rentrer dans l'actif successoral, donc ça va être soumis aux droits de succession qui varient selon le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire désigné, sauf pour le conjoint marié et le partenaire de Pacs qui sont exonérés de droits de succession. Attention, pour ce qui est du partenaire de Pacs, parce que les gens ne l'ont pas en tête, il faut que le partenaire de Pacs ait été désigné par testament comme l'héritier de l'autre partenaire pour être exonéré de droits de succession. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Voilà. Donc ça, c'est pour le PER bancaire, où on le voit, il n'y a pas en fait d'avantage successoral. Et puis, pour ce qui est du PER assurantiel, eh bien, c'est un petit peu comme l'assurance vie, à part que là, ce n'est pas la date de versement de la prime qui compte, mais c'est l'âge du décès. C'est-à-dire que si vous décédez avant 70 ans, ce que je ne vous souhaite pas, Michel, eh bien, chaque bénéficiaire que vous aurez désigné vont percevoir en franchise d'impôt, donc exonérés d'impôt, les capitaux à hauteur de 152 500 €. Si vous décédez après 70 ans, l'abattement, là, cette fois-ci, est commun et partagé entre tous les bénéficiaires désignés et il tombe à 30 500 €. Le reste, donc la fraction supérieure à l'abattement, est intégrée à l'actif successoral et donc assujetti au fameux droit de succession. Merci Jean-Philippe, c'était très clair. Merci. Une question de Marie qui nous demande s'il est possible de souscrire un PER à l'âge de 70 ans. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a les deux cas de figure chez placementdirect.fr. Je vais faire le lien avec les contrats qu'on distribue, évidemment. La réglementation ne prévoit pas d'âge limite pour adhérer à un PER. Ce que l'on voit, c'est que par contre, contractuellement, le contrat qui vous intéresse peut prévoir un âge limite pour adhérer. Typiquement, le PER placement direct ne prévoit aucun âge limite. Donc, une personne âgée de 70 ans, 75 ans peut tout à fait adhérer au PER placement direct assuré par Swiss Life. En revanche, le PER assuré par l'UMR, le PER placement direct retraite ISR, lui prévoit un âge limite qui est de 70 ans si vous avez déjà liquidé vos droits à la retraite et de 75 ans si vous ne les avez pas encore liquidés, si vous êtes toujours actif. Donc, il faut avoir ça en tête. Après, la vraie question, Marie, peut-être, c'est de se dire, au-delà de l'aspect technique pour adhérer à un PER, est-ce que vous avez réellement intérêt à adhérer à un PER? Parce que normalement, le PER est logique et souscrit dans une logique de complément de revenus ou de constitution d'épargne en vue de la retraite. Là, lorsque vous êtes déjà à la retraite, j'imagine peut-être que Marie derrière a une petite idée derrière la tête en se disant je vais plutôt utiliser mon PER dans une logique de transmission parce que quelque part, ce que je vais pouvoir déduire à l'entrée, actuellement ça fonctionne, hein, je ne le redonnerai pas, enfin mes bénéficiaires ne le redonneront pas à la sortie. Donc, l'avantage fiscal de 30% potentiellement à l'entrée, à la sortie, il ne sera pas rendu. Donc, il y aura, comme Jean-Philippe l'a expliqué juste avant, la fiscalité qui s'appliquera avant ou après 70 ans. Mais cet avantage à l'IR ne sera pas rendu. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de significatif. Attention, actuellement, ça marche. On a bien vu que la fiscalité au décès du PER est un petit peu ciblée actuellement depuis 18 mois avec des tentatives ou en se disant qu'elle est peut-être un peu trop favorable. Et donc, dès qu'on estime en France, hein, on a l'habitude qu'un sujet est peut-être un peu trop favorable, on a tendance et à trop marcher, on a tendance à regarder ça de près. Pour l'instant, ça tient. Mais voilà, mais ce n'est pas du tout gravé dans le marbre. Donc, cette logique de transmission fonctionne très bien, mais il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui pourrait malgré tout évoluer dans le temps. Voilà, Marine. Alors, une question de Pascal qui demande à Jean-Philippe s'il faut tenir compte de la somme versée obligatoirement sur son PER-O, son PER obligatoire d'entreprise, pour calculer le plafond maximum de versement déductible. Alors, Pascal, juste pour vous répondre, il faut rappeler ce qu'est le PERO, donc le plan d'épargne retraite obligatoire. C'est un contrat d'assurance
qui est en fait, donc c'est un des compartiments du plan d'épargne retraite qui est alimenté par des cotisations qui sont obligatoirement prélevées sur le salaire des salariés. C'est-à-dire que en fait, l'entreprise a passé un accord avec les représentants du personnel pour mettre en place ce plan. Une fois que le plan est mis en place, les sommes sont prélevées sur les salaires des salariés, qu'ils le veuillent ou non. C'est pour ça qu'on parle effectivement de cotisation obligatoire. En fait, ça force. En fait, l'idée, c'est que ça oblige les salariés à épargner pour leur retraite. En fait, hein, c'est un petit peu ça. Bon. Ces cotisations obligatoires ne rentrent pas dans le plafond de déduction fiscale, je vous rassure, Pascal, parce que ne rentrent dans ce fameux plafond que les versements volontaires, c'est-à-dire les versements que vous faites librement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, les cotisations obligatoires ne font pas partie de votre plafond de déduction fiscale. En revanche, il est possible d'effectuer des versements volontaires via votre PERO, qui là, bien sûr, vont rentrer dans le plafond de déduction fiscale. Très bien, Jean-Philippe. Merci. Est-ce que c'était le mot de la fin? Oui, c'était le mot de la fin. Bon, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On a été bavard comme on l'avait prévu, Jean-Philippe. Merci. On ne peut pas s'en empêcher, Henri. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de votre présence. Donc, Jean-Philippe Dubosc, un rédacteur en chef de Tout sur mes finances. C'était un vrai plaisir et c'était très instructif de connaître un peu l'historique, votre expertise autour de l'épargne retraite, sur les taux de remplacement notamment, sur l'épargne de retraite par répartition, sur votre œil aiguisé sur l'épargne retraite PER. Et donc, voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Il reste quelques secondes avant que l'on coupe. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette présentation, ce webinaire en replay. Voilà, à très bientôt. Bonne fin d'année. Et puis, en début d'année prochaine, on se retrouvera pour d'autres sujets très certainement. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. À très bientôt. Merci Henri. Au revoir. Au revoir.